Bonjour à tous. Voici donc la version en ligne du cours sur l'enregistrement audio. Ce cours fait donc suite à ce que nous avons fait précédemment. Vous maîtrisez le système MIDI, vous savez faire des partitions. Il nous reste à ajouter cette nouvelle couche de compétences qui consiste à utiliser l'audio enregistré avec un micro, etc., etc., dans notre logiciel Cubase pour pouvoir faire les réalisations musicales que vous souhaitez. Pour commencer, il nous faut peut-être un petit rappel sur ce qu'est le son. Je pense que vous le savez tous déjà. Donc le son dans l'air provient donc d'une mise en variation de pression locale, comme le corps sonore d'un instrument ou le choc de deux objets l'un contre l'autre. Et cette variation de pression qui est donc transmise par le milieu ambiant, ici l'air, ce sont les molécules qui se bousculent les unes les autres et qui transmettent cette variation de pression. La grandeur de ce déplacement des molécules, c'est ce qu'on appelle l'amplitude et c'est ce que nous, on appelle le volume ou la puissance. La vitesse de déplacement, d'oscillation de ces particules d'air, eh bien, c'est ce que nous appelons la hauteur et qu'on nomme la fréquence. Voilà l'essentiel de ce qu'il y a à savoir. La mise en évidence de ce phénomène de manière graphique a été faite il y a maintenant très longtemps par un certain Édouard Léon Scott de Martinville qui a inventé le phono-autographe en 1857. C'était donc un appareil qui enregistrait le son, mais l'enregistrait pour le représenter graphiquement, pas pour l'enregistrer ni le reproduire de manière sonore. C'était pour mettre en évidence ce phénomène physique d'oscillation ou de variation de la pression de l'air. Donc il était constitué d'un pavillon, d'une petite membrane de mica, qui était solidaire d'une pointe, qui courait sur un cylindre sur lequel il y avait un papier. Le cylindre, il y avait une vis sans fin, ce qui fait qu'à chaque tour, il avançait un petit peu. Et donc ce stylet dessinait les variations de pression sur le papier noirci de noir de fumée, d'où la présence de ces traits blancs sur le fond noir. Ce qui est assez amusant, c'est que des chercheurs récents ont reproduit ces dessins pour nous les faire entendre, puisqu'à notre époque, avec les moyens informatiques, c'était assez facile de le faire, puisque finalement, ça représente une forme d'onde. Et donc, on peut entendre, des années plus tard, la voix de M. Martinville, alors qu'évidemment, il n'imaginait pas qu'il était en train de faire un enregistrement sonore. Lui, il pensait juste dessiner des variations de pression. Donc, voici ce que ça donnait. Voilà. Donc évidemment, c'est pas formidable, mais c'est assez émouvant de penser qu'il s'agit d'un enregistrement sonore qui date d'avant l'invention de l'enregistrement sonore. Ensuite, les choses ont progressé et le premier phonographe a été inventé pour le divertissement de la population par, je ne sais pas par qui d'ailleurs, tiens. Ce phonographe fonctionnait sur un principe d'utilisation simple. Son dispositif permettait d'enregistrer des sons grâce à un stylet composé d'une aiguille interchangeable. Donc le stylet grave sur un cylindre d'étain qui sera remplacé plus tard par un cylindre de cire, ce qui va nettement améliorer la qualité, car évidemment la cire est plus malléable que l'étain. Lorsque l'enregistrement est terminé, la gravure peut être lue par le même stylet et la même membrane. Donc l'aiguille fait vibrer le diaphragme et transforme le sillon gravé en son. Afin de permettre la diffusion de ces premiers enregistrements, un mécanisme de recopie sur cylindre de bakélite, la bakélite c'est du caoutchouc vulcanisé, donc un mécanisme de recopie est mis au point.
Donc la qualité est meilleure et le cylindre en bakélite ne craint pas les déformations ni la chaleur, contrairement au cylindre de cire. En revanche, la bakélite casse comme du verre si on la laisse tomber. Le gramophone, qui vient par la suite, lui dispose d'une tête réversible et d'un cornet en guise de micro, et il enregistre sur un sillon sans fin, sur un disque, au lieu d'enregistrer sur un cylindre. Le disque micro-sillon viendra par la suite et il a été inventé par l'Allemand Emil Berliner qui a inventé aussi le gramophone. Voilà, c'était la diapositive d'avant. Et Emil Berliner a inventé le disque micro-sillon en 1948. Donc le disque micro-sillon est un support d'enregistrement en vinyle. La pétrochimie, la Seconde Guerre mondiale est passée, enfin est en cours. Non, elle est passée. Donc chaque face du disque est traversée par un sillon microscopique en spirale. Le disque porte un sillon par face et il peut être lu sur une platine tourne-disque ou un électrophone, et il est lu grâce au frottement de l'aiguille de la tête de lecture sur le disque qui se déplace autour du disque. Donc pour l'instant, à ce moment-là, on utilise toujours ce système de pavillon et d'aiguilles solidaires de la membrane au fond du pavillon. Et il va y avoir une invention extrêmement importante, c'est l'invention du microphone. Donc le microphone est un transducteur ou un convertisseur électroacoustique qui capte les variations de l'air et transforme cette énergie acoustique en énergie électrique. Il y a donc deux transductions, une première qui transforme les variations de pression en mouvement et une deuxième qui transforme le mouvement en énergie électrique variable, analogique donc aux variations de pression. Donc les variations de pression de l'air mettent en mouvement une membrane dont les déplacements produisent une tension électrique par un procédé donc généralement électromagnétique ou électrostatique, même s'il y a d'autres méthodes possibles. Le microphone électrodynamique utilise les propriétés électromagnétiques d'une bobine mobile. On dit parfois microphone dynamique. Je préfère qu'on le nomme microphone à bobine mobile. Donc la membrane est reliée à une bobine en fil de cuivre plongée dans l'entrefer d'un système magnétique, une sorte d'électroaimant en quelque sorte. Les mouvements de la membrane provoquent des mouvements de la bobine. Ces derniers produisant une tension électrique en sortie du bobinage. Alors c'est un électroaimant à l'envers, puisque c'est les mouvements dans le dispositif qui génèrent un courant. Le microphone électrostatique, lui, utilise les propriétés particulières de charge d'un condensateur. Il est constitué d'une très fine membrane en matière plastique, qui est l'électrode, et qui est revêtue d'une couche métallique et d'une pièce de métal fixe qu'on appelle la contre-électrode. Les mouvements de la membrane font varier la capacité du condensateur et il ne reste plus qu'à la convertir en tension électrique en utilisant une technique électronique. C'est un microphone de très haute qualité, bien plus que le microphone à bobine mobile, donc on parle de microphone à condensateur ou de microphone électrostatique, parce que sa membrane est beaucoup plus légère, puisque la membrane n'a pas à entraîner un lourd bobinage de cuivre, contrairement au microphone à bobine mobile. Donc il y a beaucoup moins d'inertie, donc c'est un micro qui répond beaucoup mieux aux hautes fréquences, mais également à de plus basses fréquences et aussi à des pressions acoustiques plus faibles. Donc doté d'un préampli, son niveau de sortie s'étend, et ça sent, pardon, je passe ça. Sa bande passante donc s'étend à toute la plage audible et donc le microphone à condensateur le destine plutôt aux prises de son les plus subtiles, et pas évidemment à mettre dans la main d'un chanteur de rock pour lequel le microphone à bobine mobile sera bien plus adapté. Pour fonctionner, ces microphones à condensateur nécessitent une alimentation électrique. On parle parfois d'alimentation fantôme. Et en général, il s'agit de 48 volts. Donc cette tension de fonctionnement, elle est fournie par la console de mixage disposant de ce bouton alimentation fantôme, soit par un boîtier d'alimentation extérieure.
Bien qu'il soit relativement robuste et fiable, l'utilisation du microphone électrostatique demande certaines précautions car il ne supporte pas forcément les pressions acoustiques élevées de certains instruments. Il faut éviter de le mettre à l'intérieur de la grosse caisse. Il est aussi sensible aux chocs ou au bruit de manipulation. De surcroît, à cause de la légèreté du dispositif, il est sensible à l'humidité, il craint les environnements poussiéreux parce que sa membrane, qui a un pouvoir électrostatique, puisque c'est un des éléments d'un condensateur, attire la poussière. Donc le prix aussi est beaucoup plus élevé, et un microphone à condensateur, c'est un investissement plutôt sérieux. Il existe un dérivé du microphone à condensateur, et vous le connaissez bien puisque c'est celui qui se trouve dans vos téléphones portables. C'est le microphone à électret qui fonctionne avec un principe quasi identique à celui du microphone électrostatique à condensateur, ce qui fait qu'il y a parfois une confusion sur les fiches techniques des fabricants. Donc la différence principale réside dans le fait que la charge électrique n'est pas fournie par une alimentation de 48 volts, mais appliquée de manière permanente lors de la fabrication par la présence d'un aimant permanent. Du coup, ça explique qu'un microphone à électret, au bout de quelques années, ne fonctionne plus parce que l'aimant s'est démagnétisé, tout simplement. Maintenant qu'on sait transformer les variations de pression de l'air en électricité, en tension électrique variable, analogique aux variations de pression, eh bien, on peut imaginer de transformer ces variations électriques en champs magnétiques variables, et c'est l'objet de ce que vous avez sur l'écran, qui est donc une tête de lecture-enregistrement d'un magnétophone à bande. Et en fait, il s'agit d'un simple électroaimant, et à l'endroit où l'entrefer, donc c'est-à-dire un bobinage de fil de cuivre bobiné sur un noyau de fer doux. Le fer doux, c'est du fer qui est particulier dans ce qui concerne la quantité d'électrons autour du noyau. Et donc, à l'endroit où l'entrefer s'interrompt, eh bien, qui est donc le point utile de notre tête de lecture et d'enregistrement de bandes magnétiques, un champ magnétique est généré analogiquement aux variations de courant qui sont envoyées à ce dispositif. Ces variations de champ magnétique vont pouvoir magnétiser, aimanter, exactement comme quand vous étiez petit, vous pouviez frotter un aimant sur une aiguille pour faire une boussole. Eh bien, c'est le même principe. La magnétisation peut se transporter d'un élément métallique à un autre. Et donc magnétiser un support, donc à notre époque une bande magnétique, mais au début il s'agissait simplement d'un fil d'acier et qui servait à enregistrer les conversations téléphoniques. C'est le Danois Valdemar Poulsen qui a inventé cela, et ça s'appelait le télégraphone, et ça permettait d'enregistrer les conversations téléphoniques et en particulier les premières conversations transatlantiques, lorsque le câble a été posé, les discussions de contrat, etc. Donc c'était un objet très important pour le développement industriel. Bon, ce système à base de fils métalliques la qualité était vraiment très faible. Ceci dit, suffisamment pour pouvoir réentendre une conversation. La vitesse n'était pas constante à cause de la bobine qui contenait plus ou moins de fils. C'était assez peu satisfaisant avec le regard de notre époque, en tout cas, même si je pense qu'à l'époque, ça passait pour être vraiment de la science-fiction. Ensuite est arrivée la bande magnétique, qui, elle, avait un défilement constant au fur et à mesure des progrès. C'est beaucoup amélioré. Le ruban magnétique, donc c'est pour ça qu'on parle de tape, fut introduit un peu après la Seconde Guerre mondiale. Donc rendez-vous compte, l'appel du 18 juin a été enregistré sur un disque de cire. Il n'a pas été enregistré sur une bande magnétique, ça n'existait pas encore. Et il a été donc la bande magnétique a été perfectionnée pour être ce qu'on utilise ou ce qu'on utilisait couramment aujourd'hui, puisqu'à notre époque, les mémoires flash ont plutôt remplacé les bandes magnétiques.
Donc que l'information enregistrée soit du son ou des images, le mode de fonctionnement de tous les types de rubans magnétiques est le même, seule la dimension et la vitesse de défilement varient. Le ruban magnétique est formé de deux couches, la couche dorsale et le liant. La couche dorsale constitue le support matériel du ruban, de manière à ce qu'il ne se déforme pas trop facilement, mais qu'il soit souple néanmoins pour pouvoir être enroulé. Et elle peut être fabriquée d'acétate de cellulose ou de polyester. Le polyester, qu'on appelle aussi le mylar, a été introduit dans les années 1960 et remplacé maintenant par l'acétate de cellulose, parce que le mylar se dégradait rapidement. Le liant est souvent du polyuréthane ou du polyester et on y introduit des particules d'un matériau ferromagnétique qui a donc la propriété de se souvenir de la direction et de la force du champ magnétique auquel il est exposé. La substance magnétique qu'on utilise, qu'on incorpore le plus souvent, c'est de l'oxyde de fer, donc un composé qui donc se rapproche de la rouille, F2O3. C'est pourquoi les rubans magnétiques sont d'une couleur plutôt rougeâtre. Pour améliorer les qualités magnétiques, on a ajouté par la suite du bioxyde de chrome et toutes sortes d'astuces. De nos jours, une troisième couche est ajoutée au ruban sur le côté opposé au liant. Elle est constituée de noir de carbone et sert à protéger la couche dorsale contre les égratignures et à réduire l'électricité statique. Elle permet aussi un bobinage plus égal parce que ça glisse mieux dans le dispositif d'entraînement de la bande. Voilà donc la bande magnétique présentée à la tête de lecture-enregistrement. Donc le principe d'un magnétophone ou d'un magnétoscope à bande, c'est que la bande n'est pas entraînée par les bobines à proprement parler, mais elle est entraînée par un mécanisme qui repose sur un cabestan qui est entraîné par le moteur et un galet presseur qui coince la bande contre ce cabestan qui tourne, et c'est ça qui entraîne la bande de manière à ce que ça soit parfaitement régulier et pas dépendant de la quantité de bobines, de bandes enregistrées sur la bobine réceptrice, donc elle ne tire pas à proprement parler cette bobine, elle tire un petit peu juste pour enrouler, mais c'est le dispositif cabestan et galet presseur qui entraîne la bande. Voilà, je ne développe pas trop cette question de la bande magnétique car la jeune génération n'en a pas vu et n'en verra plus des appareils à bande. Voilà, la reproduction du son est assez facile à comprendre puisqu'il s'agit de transformer une variation électrique que l'on a récupérée sur une bande magnétique ou sur un disque micro-sillon dont les vibrations de la pointe ont été amplifiées électroniquement. Et donc, c'est le haut-parleur qui va avoir cette fonction. Donc, un haut-parleur, ça ressemble beaucoup à un microphone à bobine mobile, sauf que cette fois, on applique à la bobine un courant électrique fort, analogique aux variations de pression que l'on veut reproduire, c'est-à-dire au son. Et cette bobine mobile est solidaire d'un cône en carton, la plupart du temps. Et ce cône en carton, donc, avance et recule, créant des variations locales de pression. L'air transporte ces variations de pression. Notre tympan vibre analogiquement à ces variations de pression. Et ensuite, notre système auditif, que je ne détaillerai pas ici, va transformer cela en informations électriques qui pourront être exploitées par notre cerveau. Et ça fonctionne, aussi incroyable que ça puisse paraître. Donc, si on fait un petit tour de ce qu'est le son analogique, donc il est produit par exemple, un microphone ou la pointe d'une aiguille qui vibre entraînée par la gravure du sillon d'un disque. Donc il s'agit ici d'un tout petit courant électrique qui a besoin donc d'être préamplifié pour pouvoir être exploité par la suite, pour passer de quelques millivolts à quelques volts.
C'est pareil pour cette petite pointe de la platine de disque vinyle, hein, qui génère un tout petit courant électrique et qui va devoir être largement préamplifié comme pour le microphone et qui va devoir être filtré aussi avec un filtrage particulier dont je vais vous parler dans un instant. La source sonore, bien sûr, peut venir d'un magnétophone à bande qui va donc lui aussi envoyer un courant électrique fort, hein, obtenu à partir des variations de champs magnétiques sur la bande magnétique. N'importe quel autre appareil électroacoustique, même numérique bien sûr, va envoyer des variations d'électricité analogiques et ces petites variations de courant électrique vont être amplifiées, largement amplifiées. On peut atteindre des tensions de 400 volts, hein, dans les tensions qu'on appliquera à un haut-parleur. Et donc le haut-parleur va pouvoir vibrer et mettre l'air en vibration. Voilà. Alors souvent, à notre époque, beaucoup de choses sont combinées à l'intérieur d'un seul appareil, soit la console de mixage pour nos applications à nous, soit l'ampli hi-fi qui contient, pour la platine vinyle par exemple, le, comment dire, le préampli, le filtre RIA et l'ampli lui-même, hein, bien sûr. Alors, puisque j'ai parlé de filtrage RIA, donc voilà ce que c'est que le filtrage RIA. En fait, pour pouvoir enregistrer sur un disque vinyle, on ne peut pas graver les fréquences graves telles qu'elles sont, et il faut les atténuer à l'inverse de la courbe que vous voyez, donc, parce que sinon ça ferait de trop grosses bosses et de trop gros creux à la surface du disque, et la pointe du bras, enfin la pointe de lecture de la platine disque surferait de crête en crête et ne pourrait pas aller dans le fond du sillon pour les sons faibles ou les sons aigus, c'est-à-dire avec des gravures fines et liées aux fréquences aiguës. Donc on atténue selon une courbe normalisée les graves avant de graver un son, avant de graver la matrice d'un disque vinyle. Et donc à la lecture, le son doit être refiltré, hein, selon la courbe inverse, hein, cette courbe RIA. Voilà, je vous propose de faire une petite pause et ensuite nous allons attaquer la question du son numérique.